En 1933, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir changea à jamais le destin de l'Allemagne. En quelques mois, le pays se transforma en un État totalitaire qui concentra le pouvoir, militarisa la société et étouffa toute forme de dissidence. L'idéologie nazie imposa une vision du monde basée sur la pureté raciale. Les Aryens furent proclamés supérieurs, tandis que les Juifs, les Gitans, les opposants politiques et d'autres minorités étaient condamnés à la marginalisation et finalement à l'anéantissement. Sous le commandement des SS, un réseau de camps de concentration se leva, destiné à détruire moralement et physiquement ceux que le régime considérait comme indésirables. Avec l'avancée de la guerre, ce réseau de répression s'étendit et se perfectionna jusqu'à atteindre son expression la plus atroce à Bergen-Belsen. Né en tant que camp militaire, il se transforma en un centre de détention où la faim, la maladie et la décomposition devinrent des armes d'extermination. Plus de 50 000 personnes y périrent, dont Anne Frank et des milliers de prisonniers épuisés par les marches de la mort. Lorsque les troupes britanniques le libérèrent en avril 1945, elles trouvèrent un paysage de cadavres, d'épidémies et d'êtres humains au bord de la mort. Aujourd'hui, ce documentaire, construit à partir d'images authentiques et de documents restaurés en couleur, révèle l'ampleur de l'horreur vécue à Bergen-Belsen, le dernier visage du Troisième Reich et la limite la plus sombre de l'humanité. Les origines du système nazi, quand la punition est devenue une politique d'État. En janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich. Peu après, les nationaux-socialistes entamèrent un processus de consolidation du pouvoir qui visait directement leurs opposants. Dans ce contexte, il devint nécessaire de créer des installations permettant de contrôler, punir et rééduquer ceux qui résistaient au nouveau régime. La réponse de l'État fut l'établissement de camps de détention gérés initialement par des formations paramilitaires du parti. Parmi les premiers à agir, on trouva les détachements des SA, qui improvisèrent des centres d'arrestation dans des usines abandonnées, des châteaux et des locaux de police. Le système fut rapidement formalisé. Dès le printemps de cette année, les SS, sous le commandement direct de Heinrich Himmler, commencèrent à développer leur propre modèle de camp, séparé des structures improvisées. En mars, Himmler supervisa personnellement l'ouverture d'un camp à Dachau, situé en périphérie de Munich. Cette installation deviendrait le prototype du système concentrationnaire nazi. Dès ses débuts, il fut sous l'administration exclusive des SS, ce qui marquait une différence fondamentale avec les camps gérés par d'autres branches de l'État. La direction générale des camps fut confiée à Theodor Eicke, un ancien officier avec une expérience militaire que Himmler nomma inspecteur des camps de concentration. Eicke imposa une structure interne rigide, fondée sur des hiérarchies claires et des réglementations strictes. Son modèle fut d'abord appliqué à Dachau, puis répliqué dans de nouvelles installations. Le système comprenait une chaîne de commandement divisée entre un commandant, plusieurs officiers adjoints, responsables des tours de surveillance et un personnel de surveillants agissant avec une autonomie quasi totale. Les routines quotidiennes étaient déterminées par des horaires stricts comprenant des formations, des travaux forcés et des punitions. En 1933, le nombre de centres se multiplia rapidement. Certains étaient gérés par les autorités locales, d'autres directement par les SS. Cependant, à la fin de cette année, le régime décida de centraliser le système et ferma la plupart des camps non officiels. Les seuls à rester opérationnels furent ceux sous le contrôle de Himmler et de sa structure en expansion. Dachau se consolida comme modèle et son personnel fut utilisé comme base pour former de nouveaux officiers. Les SS créèrent une sorte d'élite de la terreur, avec des formations spécifiques comprenant idéologie, tactique et gestion interne. Au cours des années suivantes, de nouvelles installations furent ouvertes suivant le modèle Eicke. En 1936, Sachsenhausen fut inauguré au nord de Berlin avec une capacité pour des milliers de prisonniers. La même année, la construction de Buchenwald débuta près de Weimar. Les deux furent conçus comme des camps permanents avec des baraquements solides, des tours de surveillance, des fils barbelés et des zones de travail. Le design architectural reflétait une intention claire de permanence et d'expansion. Ce n'étaient plus des espaces improvisés, mais des parties intégrées de l'appareil d'État. La politique répressive du régime élargit le profil des emprisonnés. Aux opposants politiques,
principalement des communistes et des sociaux-démocrates, s'ajoutèrent les témoins de Jéhovah, les gitans, les homosexuels et les citoyens considérés comme asociaux. Les critères étaient vagues et variables. Dans de nombreux cas, il suffisait de l'évaluation de la Gestapo pour ordonner une arrestation. Ces décisions étaient officialisées par la garde protectrice, un mécanisme légal permettant l'enfermement indéfini sans jugement ni défense. La violence interne faisait partie intégrante du système. Eicke autorisa l'utilisation de châtiments physiques extrêmes, de travaux forcés et de l'isolement prolongé. Les SS considéraient que la brutalité avait un effet éducatif et que la terreur était un outil légitime pour garantir la discipline. Les coups de fouet, l'enfermement dans des cellules sombres, l'exposition au froid ou à la chaleur et l'humiliation publique devinrent des routines normales. Ces méthodes n'étaient pas seulement autorisées, elles étaient encouragées dans la logique disciplinaire. Idéologiquement, les camps fonctionnaient comme des espaces de réaffirmation du pouvoir national-socialiste. Les prisonniers étaient obligés de chanter les hymnes du parti, de rendre hommage au Führer et de participer à des formations militaires. L'architecture symbolique renforçait également la domination. Des entrées avec des phrases comme « le travail libère », des tours avec des drapeaux nazis, des uniformes standardisés pour les prisonniers et un système de surveillance constant qui annulait tout sens d'autonomie. Tout était conçu pour briser physiquement et mentalement le détenu. Entre 1933 et 1939, le nombre de camps a diminué en quantité, mais a augmenté en taille, en sophistication et en brutalité. Le système a cessé d'être un réseau improvisé pour se transformer en une machine bien articulée. Les chiffres reflètent ce processus. Alors qu'en 1933, il existait plus de 50 centres, la plupart furent fermés et remplacés par de grands complexes comme Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald. Parallèlement, le nombre de prisonniers a augmenté et s'est diversifié. À la fin de 1938, des milliers de Juifs furent également internés, notamment après les événements de la Nuit de Cristal. Cette nuit-là, en novembre 1938, marqua une nouvelle phase de la violence du régime. Coordonnée par les autorités du parti, elle impliqua la destruction de synagogues, de magasins et de logements juifs à travers le pays. Plus de 30 000 hommes juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Bien que beaucoup furent libérés quelques semaines plus tard, cette opération montra comment le système pouvait être utilisé comme une menace directe contre des communautés entières. À partir de ce moment, l'enfermement massif des Juifs devint un outil de pression politique, économique et raciale. Dans ce contexte, commencèrent aussi les premières expériences de travail forcé. Les SS établirent des accords avec des entreprises publiques et privées pour utiliser la main-d'œuvre concentrationnaire dans des tâches de construction, d'entretien et de production. Le camp de Sachsenhausen, par exemple, fut utilisé pour fabriquer des briques dans une usine adjacente. Cette relation entre le système économique du Reich et les camps anticipa le modèle qui se développerait pendant la guerre. En 1935, dans une région du nord de l'Allemagne, un complexe militaire commença à se former qui, des années plus tard, deviendrait célèbre sous le nom de Bergen-Belsen. À l'époque, il ne faisait pas encore partie du système des camps de concentration. Il fut conçu comme une installation d'entraînement pour les unités militaires et plus tard comme camp pour prisonniers de guerre. Son développement resta secondaire par rapport aux grands centres de détention tels que Buchenwald ou Sachsenhausen. Cependant, son emplacement et sa structure de base étaient déjà définis. Avec le début de la guerre en septembre 1939, le système concentrationnaire acquit un nouveau but au sein de la machine du Reich. À partir de ce moment-là, le réseau de camps fut de plus en plus lié aux ambitions expansionnistes du régime. L'arrestation massive d'individus ne se limita plus au territoire allemand. Dans les premiers mois de l'occupation de la Pologne, la police de sécurité et les SS organisèrent des arrestations collectives d'intellectuels, d'activistes et de leaders sociaux. Bien que beaucoup furent exécutés localement, d'autres furent envoyés dans des camps en Allemagne, où ils devinrent partie intégrante de l'univers concentrationnaire déjà existant. Dans ses premiers transferts depuis l'Est, le camp de Sachsenhausen reçut des contingents de Polonais arrêtés après l'occupation. La catégorie de prisonniers polonais fut ajoutée à la classification interne du système, accompagnée de symboles permettant de les identifier rapidement. Les uniformes rayés comportaient des écussons de couleur selon le groupe auquel ils appartenaient.
Les SS utilisèrent ce système pour contrôler les détenus et appliquer des punitions collectives en fonction de l'origine ou de la dangerosité assignée. À mesure que le conflit progressait, le régime profita de la couverture de guerre pour étendre sans restriction ses pratiques répressives. Le nombre de personnes internées augmenta de manière soutenue et les critères de détention furent élargis. Il n'était même plus nécessaire de commettre un acte d'opposition. La simple suspicion ou appartenance à une catégorie considérée comme indésirable suffisait à justifier l'entrée dans un camp. Dans ce contexte, les SS consolidèrent leur contrôle administratif et opérationnel sur l'ensemble du système. Pour coordonner l'expansion, l'inspection des camps de concentration fut renforcée et déplacée à Oranienburg. Depuis ce siège, les rapports sur chaque camp étaient gérés, les directives générales envoyées et les processus disciplinaires contrôlés. L'inspecteur général des camps demeurait Theodor Eicke, dont l'autorité se maintint jusqu'à sa mort en 1943. Sous son commandement, la doctrine du châtiment comme méthode de contrôle resta en vigueur. Les exécutions publiques, les isolements prolongés et les passages à tabac massif faisaient partie du régime interne. Pendant cette période, le camp de Ravensbrück fut inauguré comme centre exclusivement féminin. Il fut construit en 1939 au nord de Berlin, avec des baraquements spécialement conçus pour cette population. Bien qu'au départ il ait une capacité limitée, il fut agrandi à plusieurs reprises au cours des années suivantes. Les détenus étaient obligés de réaliser des travaux de confection, de nettoyage et de construction, dans des conditions similaires à celles des autres camps. L'ouverture de ce centre reflétait l'intention de segmenter le système selon le sexe, la fonction et le niveau de surveillance requis. La radicalisation du système se refléta également dans les critères d'admission. À la fin des années 30, les commandos régionaux de la Gestapo avaient carte blanche pour ordonner des arrestations préventives sans nécessité de charges concrètes. Cette politique fut particulièrement sévère à l'égard des asociaux chroniques, une catégorie incluant les mendiants, les chômeurs, les alcooliques et les femmes considérées comme promiscues. En avril 1938, une opération massive ordonna l'arrestation de milliers d'hommes sous cette catégorie. Beaucoup furent envoyés à Buchenwald ou Dachau, où ils étaient soumis à des travaux exténuants et à des punitions constantes. Les homosexuels furent également la cible de campagnes spécifiques. Le régime intensifia les rafles et utilisa les camps comme un instrument pour corriger leur comportement. Dans les registres internes, ces prisonniers étaient marqués par des triangles roses et ils étaient souvent séparés des autres. Les SS les considéraient comme particulièrement dangereux et les soumettaient fréquemment à des punitions exemplaires. Les taux de mortalité parmi eux étaient plus élevés que la moyenne. Pendant cette même période, les tensions entre différentes branches du pouvoir nazi devinrent évidentes. Alors que les SS consolidaient leur domination absolue sur les camps, certains secteurs de l'armée et du ministère de l'Intérieur exprimèrent des réserves sur certains excès. Cependant, ces objections n'eurent aucune conséquence pratique. La concentration du pouvoir entre les mains de Himmler et de son appareil empêcha tout contrôle réel. Le système demeura une structure parallèle, fermée et sans supervision externe. La propagande du régime omettait délibérément de parler de ce qui se passait à l'intérieur des camps. Dans le discours public, il était question de centres de travail ou de lieux de rééducation. Les visites officielles étaient organisées à l'avance, les installations étaient nettoyées et les détenus étaient instruits sur la manière de se comporter. Ces manœuvres visaient à projeter une image d'ordre, de discipline et de correction. Cependant, la réalité interne était complètement différente, marquée par la punition, l'arbitraire et l'exploitation systématique. Concernant la hiérarchie interne, les camps fonctionnèrent selon une logique autoritaire absolue. Les commandants avaient un pouvoir total sur les prisonniers et le personnel. Les décisions pouvaient inclure des châtiments corporels, des exécutions sommaires ou des réductions des rations alimentaires. De nombreux officiers des SS firent carrière au sein du système concentrationnaire, et leur loyauté envers le régime était récompensée par des promotions, des prix et des privilèges. Une autre caractéristique fut la création du système des capots, des prisonniers sélectionnés par les SS pour assumer des rôles de supervision sur leurs compagnons. Ces individus étaient généralement choisis parmi les détenus au profil le plus violent ou parmi les criminels de droit commun. En échange de leur collaboration, ils recevaient de meilleures rations, plus de liberté de mouvement et une protection contre les punitions.
Le système des capots générait des tensions internes et multipliquait la violence quotidienne, car beaucoup en profitaient pour abuser de leur pouvoir sur les autres prisonniers. À mesure que le système se développait, les catégories de prisonniers se multiplièrent également. En plus des opposants politiques, des asociaux, des homosexuels et des témoins de Jéhovah, des Juifs arrêtés pour des raisons raciales commencèrent à arriver. Bien que leur nombre fût encore limité par rapport à ce qui allait suivre, leur présence dans des camps comme Dachau et Sachsenhausen était déjà évidente avant 1939. Dans de nombreux cas, ces détenus étaient soumis à des punitions spéciales ou à un confinement plus sévère. La logique interne des camps ne prévoyait ni réhabilitation ni procès équitable. Les prisonniers étaient considérés comme des ennemis de l'État, sans possibilité d'appel. Il n'y avait pas de délai défini pour leur libération, et la communication avec l'extérieur était minimale, voire inexistante. Les lettres étaient censurées, les colis bloqués, et les visites familiales pratiquement inexistantes. Tout était conçu pour générer de l'isolement, une dépendance totale et une soumission absolue. La formation du personnel de surveillance suivait des normes idéologiques. Les gardiens recevaient une instruction politique, des exercices militaires et des règles de traitement des prisonniers. On leur enseignait à voir les détenus comme des êtres inférieurs, des traîtres ou des saboteurs. Cette déshumanisation était essentielle pour justifier l'usage systématique de la violence. La relation entre le surveillant et le prisonnier ne reposait pas sur des règles légales, mais sur l'obéissance absolue à la hiérarchie et à l'idéologie nationale-socialiste. Parallèlement, les SS commencèrent à documenter en détail chaque aspect du fonctionnement des camps. Des registres d'admission, des catégories, des punitions appliquées et des morts survenues étaient tenus. Ces fichiers étaient envoyés périodiquement à la centrale d'Oranienburg. La bureaucratie de la terreur ne laissait rien au hasard. Chaque camp avait des bureaux d'enregistrement, des départements médicaux, des zones de travail et des espaces de punition. Le tout structuré avec une précision militaire. À la fin de 1939, le système concentrationnaire allemand fonctionnait comme un instrument fondamental de l'État national-socialiste. Bien qu'il n'y eût pas encore de politique d'extermination systématique, les éléments clés étaient déjà présents. Détention sans jugement, châtiment brutal, travail forcé et répression idéologique. L'appareil fonctionnait avec efficacité, loyauté interne et un soutien total de la direction du parti. L'expansion territoriale générée par la guerre offrait désormais de nouveaux scénarios pour reproduire ce modèle, que ce soit dans l'Est occupé ou dans d'autres régions sous contrôle allemand. Le royaume de la faim, la lente transformation de la captivité en mort. Avec le début de la guerre, la carte des détentions fut complètement transformée. Des prisonniers de guerre, des civils capturés lors de rafles et des opposants politiques furent envoyés dans les premiers camps déjà opérationnels. Les témoignages s'accordent à dire que les officiers ne fournissaient jamais d'informations sur la destination ni d'explications sur les raisons de l'arrestation. À bord de trains sous surveillance constante, de nombreux détenus passèrent des semaines d'attente dans des gares isolées avant d'être conduits à leur lieu de détention. Bergen-Belsen, initialement utilisé comme installation militaire, commença à fonctionner comme un camp d'internement temporaire pour les soldats ennemis. Cependant, à mesure que la guerre avançait, sa fonction fut complètement modifiée. L'administration militaire fut remplacée par un personnel sous contrôle des SS. L'espace fut aménagé avec des baraquements vides et des clôtures supplémentaires. Les structures originales s'avéraient insuffisantes pour contenir l'augmentation du nombre de détenus. Les déportés étaient identifiés à leur arrivée par un système de numéros attribués sur des fiches. Dans les premiers mois, il n'existait pas de systématisation claire. Dans plusieurs camps du système, l'enregistrement complet de l'identité fut omis, ce qui compliqua la communication avec les familles. Les vêtements civils furent retirés à la plupart d'entre eux. Certains affirmèrent avoir reçu des uniformes de soldats ennemis, avec les insignes arrachés. Les Français capturés dans les premiers mois de 1940 furent transportés en groupe depuis des camps provisoires vers des installations comme Belsen. L'un d'eux décrivit comment, à leur arrivée, ils furent obligés d'attendre des heures à l'extérieur pendant que des inspections étaient effectuées par la garde. En hiver, cette pratique continua, quelle que fût la température. Beaucoup furent obligés de dormir directement sur le sol pendant leurs premiers jours. Ce n'est qu'ensuite qu'ils reçurent de l'espace dans des baraquements partagés.
L'administration installait jusqu'à 50 personnes par chambre. Les lits superposés étaient en bois, sans matelas. Les couvertures, rares, étaient partagées par paires. Les conditions d'hygiène se détériorèrent rapidement. Les lavabos n'avaient pas d'eau courante et les seaux pour les déchets n'étaient pas vidés régulièrement. Dans plusieurs témoignages, il est rapporté que les seaux, une fois pleins, restaient à l'intérieur pendant des jours. Les infections se propagèrent dès les premières semaines. Pendant les années 1941 et 1942, les prisonniers soviétiques commencèrent à arriver en plus grand nombre. Beaucoup étaient des soldats capturés sur le front oriental. La plupart étaient dans un état d'épuisement physique. Ils ne parlaient ni allemand ni français, ce qui compliquait leur intégration dans les groupes déjà établis. Les officiers des SS les considéraient comme étant de catégorie inférieure. Ils étaient souvent placés dans les zones les plus détériorées du camp. Plusieurs témoins observèrent que les Soviétiques ne recevaient pas de vêtements appropriés. Certains continuaient à porter des vêtements déchirés du front. La mortalité parmi eux fut élevée dès les premiers mois. Les causes les plus courantes étaient les infections intestinales, la pneumonie et la malnutrition avancée. Les registres cités dans le livre incluent un témoignage relatant l'arrivée de plus de 1200 prisonniers russes dans un camp déjà surpeuplé. Dans ce cas, les nouveaux déportés furent placés dans une zone découverte. Ils passèrent 3 nuits à la Belle Étoile, en plein novembre. Après cet épisode, plus de 100 moururent pendant la première semaine. Les autorités ne prirent aucune mesure pour modifier l'hébergement. Les pertes furent enregistrées, mais non communiquées aux familles. Tout au long de cette période, la pratique consistant à séparer les prisonniers par nationalité ou langue fut maintenue. Les Polonais étaient logés dans des baraquements contigus, mais sans contact avec les détenus belges ou français. La raison officielle avancée était le contrôle disciplinaire. Cependant, certains survivants affirment qu'il s'agissait d'éviter la solidarité entre les groupes. Il était également courant de procéder à des changements constants de localisation. Toutes les 2 semaines, plusieurs détenus étaient transférés entre les camps sans explication. Cette rotation désorientait les nouveaux arrivants et affectait la stabilité interne. Les malades ne recevaient pas de soins spécifiques. Ils étaient séparés uniquement lorsque la fièvre les empêchait de se déplacer seuls. Bien que la soi-disant solution finale n'ait pas encore été pleinement mise en œuvre à Bergen-Belsen, des signes d'abandon programmé étaient déjà perceptibles. Les responsables ne procédaient pas directement à l'exécution des prisonniers, mais maintenaient un régime de privation continu. La nourriture était progressivement réduite, les médicaments étaient inexistants et les vêtements n'étaient pas remplacés. Dans certains cas, des rations différenciées furent constatées selon le pays d'origine du détenu. Un détenu belge mentionna que lorsqu'il se plaignit du manque de nourriture, un garde lui répondit que les Français pouvaient encore travailler, tandis que les Russes étaient superflus. Les journées de travail étaient imposées sans préavis. Les hommes étaient affectés à des tâches de portage, de fouille ou de transport de matériaux. L'état physique antérieur n'était pas pris en compte. Dans de nombreux cas, les prisonniers affaiblis par des maladies étaient forcés de se présenter quand même. Les châtiments étaient appliqués par réduction de nourriture ou isolement prolongé. Certains témoins décrivirent une cellule souterraine utilisée pour enfermer les soi-disant rebelles. Ces sanctions n'étaient pas officiellement enregistrées. La transition de Bergen-Belsen vers un camp de concentration se consolida entre 1942 et 1943, lorsqu'une structure administrative complète sous le contrôle exclusif des SS fut établie. À partir de ce moment, l'admission de civils non combattants augmenta. Des jeunes femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées commencèrent à arriver d'autres régions du Reich. Aucun travail ne leur était assigné. Elles étaient logées dans des pavillons spéciaux, sans contact avec les prisonniers politiques. Cette segmentation reflétait un changement dans la logique de l'emprisonnement. Il ne s'agissait plus seulement d'isoler les ennemis de l'État, mais d'éliminer les populations considérées comme inutiles. Pendant l'année 1942, les convois en provenance des territoires annexés apportèrent de plus en plus de personnes classées comme ennemies du régime. En même temps, les autorités du camp durcirent leur traitement, assignant les nouveaux arrivants à des baraquements déjà surpeuplés, où il n'y avait aucune distinction entre les groupes, ni par nationalité, ni par catégorie de détention. Dans ce contexte, des survivants ont déclaré avoir été transférés à des endroits comme Bergen-Belsen sur ordre direct, sans préavis et sans savoir quel sort les attendait.
Les installations ne disposaient pas de structures suffisantes pour loger le volume croissant de prisonniers. Les lits superposés, improvisés en 3 niveaux, étaient partagés par plus d'une personne. Les témoignages s'accordent à dire que les fenêtres étaient scellées et que le manque de ventilation aggravait les effets de l'enfermement continu. Un des récits recueillis dans les archives mentionnait qu'en l'absence d'espace pour tous, de nombreux détenus dormaient par terre, alignés dans les couloirs. Pour cette même année, des arrivées de citoyens français et belges accusés d'activités de sabotage ou de collaboration avec la résistance furent documentées. Ceux-ci étaient placés dans les mêmes sections que les prisonniers de guerre soviétiques, ce qui créait des tensions dues à la langue, aux traitements reçus et aux différences dans l'accès à de petites portions de nourriture. Les gardes, de leur côté, maintenaient une surveillance stricte mais désorganisée, sans établir de protocole clair pour gérer autant de groupes diversifiés. Certaines femmes polonaises déclarèrent avoir été internées avec des hommes malades, dans des espaces ne faisant pas de distinction entre sexe ni âge. Les affectations de travail ne répondaient à aucun critère physique ou sanitaire. À l'une d'elles, par exemple, il fut ordonné de porter des pièces métalliques lourdes malgré sa faiblesse évidente. Lorsqu'elle refusa, elle fut battue devant les autres. En 1943, les conditions se détériorèrent encore davantage avec l'arrivée de transports massifs en provenance de l'Est de l'Europe. Parmi les nouveaux internés se trouvaient des anciens officiers de l'armée rouge, des médecins civils, des employés des chemins de fer, voire des adolescents capturés lors de rafles urbaines. L'administration ne créa pas de nouveaux espaces et les anciennes installations militaires aménagées à la hâte ne résistaient pas à la pression. De nombreux toits fuyaient et il n'y avait pas de chauffage. La propagation des maladies intestinales fut l'un des effets les plus mentionnés dans les archives. Faute d'eau propre, les récipients utilisés pour boire étaient les mêmes que ceux utilisés pour d'autres besoins sanitaires. Cela provoqua des infections répétées, surtout parmi les détenus occupant les niveaux inférieurs des lits superposés, où les liquides se filtraient depuis le dessus. Les responsables du camp n'introduisirent aucun système de traitement sanitaire de base. Un prisonnier identifié comme Pavel D., ancien ingénieur dans une usine de Varsovie, raconta comment, pendant des semaines entières, il leur était interdit de sortir à l'extérieur. La seule entrée d'air provenait de petites fentes près du plafond. Dans son témoignage, il expliquait qu'au moins 5 personnes étaient mortes dans son baraquement avant que les corps ne soient retirés. Dans certains cas, les autres détenus devaient cohabiter avec les cadavres pendant plus de 24 heures. En 1943, le taux de décès dépassait tous les chiffres documentés des années précédentes. Bien que les autorités du camp ne tenèrent pas de registre public, des listes partielles rédigées par les prisonniers eux-mêmes furent récupérées, où étaient inscrits les noms de ceux qui ne se réveillaient pas le matin. L'une de ces listes indiquait 43 décès en un seul mois dans un seul pavillon. Il n'existait pas non plus de système d'identification efficace. Beaucoup de détenus étaient enregistrés uniquement par leur numéro, sans que leur pays d'origine ni leur cause d'arrestation ne soient notés. Cela compliquait l'organisation interne, même parmi les détenus eux-mêmes, qui parfois ne savaient pas avec qui ils partagèrent l'espace. Les nouveaux arrivants étaient intégrés sans orientation préalable et devaient apprendre par observation ou recevoir de l'aide clandestine d'autres détenus plus anciens. Parmi les responsables directs, on mentionne des superviseurs qui avaient auparavant été gardiens dans des camps comme Sachsenhausen ou Buchenwald. Certains avaient déjà un passé d'abus documenté, mais furent réaffectés sans évaluation préalable. L'un d'eux, cité dans le témoignage d'un survivant, infligeait des punitions physiques aléatoires sans explication et obligeait souvent les détenus à adopter des positions forcées pendant des heures. Au cours de cette même année, des clôtures intérieures supplémentaires commencèrent à être construites à l'intérieur du camp, séparant les zones en fonction de la nationalité ou de l'état physique des prisonniers. Des divisions avec du fil de fer barbelé furent érigées pour isoler ceux considérés comme non productifs, c'est-à-dire les personnes âgées ou affaiblies. Certains témoignages relatent qu'une fois transférés dans cette section, ils ne furent plus jamais vus. Dans la zone d'entrée où les nouveaux prisonniers attendèrent d'être affectés, certains passèrent jusqu'à 2 nuits à la Belle Étoile. Aucune couverture ne leur était fournie et ils n'étaient pas autorisés à se déplacer librement. Ceux qui s'évanouissaient étaient enlevés par d'autres prisonniers sous des ordres stricts de ne pas élever la voix ni alerter sur l'état des autres. Plusieurs témoins se souvenaient avoir entendu des cris étouffés qui s'arrêtaient soudainement dans l'obscurité.
L'hiver de l'horreur, femmes et enfants piégés à Bergen-Belsen. À la fin de 1944, le système de camps en Allemagne subit un bouleversement violent avec l'arrivée de Joseph Kramer, qui avait été à la tête d'Auschwitz-Birkenau. Son transfert à Bergen-Belsen ne fut pas un simple changement de destination, mais une importation directe des méthodes les plus brutales d'administration dans la structure concentrationnaire du Reich. Avec lui arrivèrent plusieurs subordonnés, beaucoup d'entre eux vétérans d'autres camps. Le modèle de surveillance, de discipline et de traitement appliqué en Pologne orientale commença à se reproduire dans la région de la Basse-Saxe. L'installation, conçue initialement comme un centre de transit, fonctionnait désormais comme un camp permanent. Les transports, nombreux et souvent improvisés, ne cessaient d'arriver. Des centaines de personnes, sans nourriture ni eau, étaient entassées dans des wagons fermés lors de trajets qui duraient plusieurs jours. La destination finale de ces trains était une plaine entourée de barbelés et de tours de surveillance, où le chaos surpassait toute tentative de planification. Il n'y avait pas assez de baraquements et les espaces communs furent envahis par les nouveaux arrivants. Les chiffres dépassèrent rapidement les prévisions initiales. En moins de 2 mois, les registres doublèrent à leur capacité. Des milliers de personnes arrivèrent depuis Auschwitz, Ravensbrück, Sachsenhausen, Neuengamme, Mauthausen et Buchenwald. Les ordres en provenance de Berlin étaient clairs, évacuer les camps de l'Est face à l'avancée de l'armée rouge. Bergen-Belsen devint ainsi une décharge humaine, sans infrastructures adéquates ni personnel suffisant pour gérer cette surpopulation. Le nombre de femmes augmenta de manière exponentielle. Beaucoup étaient passés par d'autres camps et présentaient des symptômes visibles de malnutrition et de maladies infectieuses. Certaines étaient mères, mais les enfants de moins de 15 ans étaient séparés dès leur arrivée, logés dans des baraquements différents où ils étaient entassés sans lit ni vêtements appropriés. La plupart ne survivaient pas plus de quelques semaines. Le terrain se transforma en un marécage où les pieds s'enfoncèrent dans la boue et les corps sans vie restaient allongés pendant des jours sans être enlevés. Dans les journaux rédigés par des prisonnières, une constante revenait, l'absence totale d'hygiène. Il n'y avait pas de savon, les toilettes se bouchèrent en quelques jours et les femmes partageaient des chiffons sales comme seul recours sanitaire. Les poux étaient omniprésents. L'épidémie de typhus se propagea sans contrôle dès le premier mois. L'équipe médicale du camp, réduite à quelques internés ayant des connaissances de base, n'avait aucun moyen d'endiguer l'épidémie. Kramer restreignait l'approvisionnement en nourriture sous prétexte de discipline. Le pain arrivait moisi et était coupé en tranches qui étaient réparties entre 5 ou 6 personnes. La soupe, si elle apparaissait, n'était que de l'eau sombre avec des traces de choux. La perte de poids devint généralisée. Les corps adultes descendirent sous les 30 kilos. Le système immunitaire s'effondra et les détenus moururent en chaîne, sans soins ni enregistrement. L'infrastructure sanitaire s'effondra. L'infirmerie comptait 20 lits pour plus de 20 000 personnes. Le matériel médical faisait défaut. Il n'y avait ni bandage, ni thermomètre, ni désinfectant. Les rats courèrent sous les lits et les malades mouraient sans recevoir de traitement. Ceux qui entraient là ne sortaient pas. La salle devint une antichambre de la fosse commune. En janvier 1945, les décès atteignaient entre 800 et 1000 par semaine, un chiffre que Kramer lui-même tenta de dissimuler en manipulant les registres. Les témoignages de femmes comme Anna Levi-Haas détaillent des scènes où des filles mouraient enlacées à leur mère. Certaines femmes cachèrent leurs enfants dans des coins sombres pour éviter leur transfert. Le désespoir avait annulé tout vestige de structure sociale. Des détenus de différentes nationalités, sans langue commune, se regardaient sans pouvoir communiquer. Les bagarres pour des restes de nourriture, des chaussures ou des couvertures étaient constantes. Les groupes de prisonniers étaient organisés selon leur origine. Les femmes transférées depuis le ghetto de Litzmannstadt étaient confinées dans une zone sans latrine ni accès à de l'eau potable. Elles restaient enfermées pendant des jours dans des espaces sans ventilation. Dans ces conditions, les infections intestinales se propageaient rapidement et de nombreuses détenues mouraient peu de temps après leur arrivée. Des cas de choléra furent également enregistrés, bien que les rapports médicaux aient à peine réussi à les documenter face à la progression du typhus. Au milieu de cet effondrement apparut le nom de Gena Turgel, une jeune juive déportée depuis Cracovie avec ses sœurs.
Après être passée par Auschwitz et d'autres centres, elle fut transférée à Bergen-Belsen fin 1944. Son récit décrit un baraquement complètement dans l'obscurité, rempli de corps immobiles, où le silence était brisé par des toux sèches et des pleurs faibles. Jenna fut affectée à l'infirmerie, où elle s'occupa de femmes agonisantes sans aucune formation médicale. L'une d'elles avait perdu ses 2 filles pendant le trajet. Une autre délirait à cause de la fièvre et fut traînée dehors par les gardes. Personne ne la revit. Kramer évitait tout contact direct avec les détenus. Sa présence n'était connue que par les punitions. Des passages à tabac furent rapportés pour s'approcher de la clôture, des sanctions collectives pour indiscipline et des enfermements prolongés dans des baraquements sans ventilation. Les châtiments étaient exécutés par des auxiliaires, dont beaucoup avaient été recrutés parmi les femmes des SS, formées à Ravensbrück. Leurs noms ne figurent pas dans les archives, mais elles ont été décrites comme jeunes, pour la plupart allemandes, agissant avec une indifférence totale face à la souffrance. Les jours se ressemblaient tous. Il n'y avait pas de routine prévisible. Parfois, il s'écoulait 24 heures sans aucune distribution de nourriture. Le comptage matinal, obligatoire même sous la neige, se faisait en rang de centaines. Ceux qui tombaient au sol n'étaient pas relevés, ils y restaient jusqu'à ce que d'autres les traînent sur le côté. Le nom d'Anne Frank apparaît dans les registres internes vers février 1945. Avec sa sœur Margot, elle avait été évacuée d'Auschwitz. Son arrivée coïncida avec l'un des pics de mortalité. Elles furent placées dans un baraquement avec des dizaines d'adolescentes sans supervision. Les 2 contractèrent le typhus. Leur décès, selon des témoignages croisés, eut lieu fin février ou début mars. Personne ne fut témoin direct. Il n'y eut pas d'enterrement. Le corps fut empilé avec les autres. Le froid persistant aggravait la situation. Il n'y avait pas de chauffage. Les couvertures étaient infestées. Certaines détenues dormaient par terre, sur des cartons. Les vêtements n'étaient pas changés pendant des semaines. Dans ces conditions, le typhus se propagea sans obstacle. Les chiffres officiels faisaient état de 18 000 morts en 3 mois. Cependant, les archives du camp omettaient des dizaines de noms en raison du manque de personnel pour les inscrire. L'hiver de 1945 fut particulièrement rigoureux. Les températures chutèrent sous 0. Les rafales de vent entraient par les fentes des bois. Les toits se fissuraient. La pluie tombait directement sur les corps endormis. Les vêtements étaient constamment mouillés. Dans cet état, les rhumes évoluaient en pneumonie en quelques heures. La mort était immédiate. On ne pleurait plus les morts. On les poussait sur le côté. À la fin du mois de mars 1945, la situation à Bergen-Belsen n'obéissait plus à aucun schéma administratif. Les baraquements étaient tellement saturés que des centaines de prisonniers dormaient à la belle étoile, adossés aux murs en bois, enveloppés dans des chiffons ramassés au sol. Le manque de mouvement, l'affaiblissement extrême et le froid provoquaient des morts silencieuses. Chaque matin, des corps congelés étaient trouvés, sans que personne ne les retire. Il n'y avait plus de liste, les gardes avaient cessé de comptabiliser. En avril 1945, le camp avait cessé de fonctionner comme un centre de détention. C'était une zone d'abandon massif. Les responsables savaient qu'il n'y avait plus de retour possible, et les ordres venant de Berlin n'avaient plus aucune valeur. L'effondrement était total. Les barbelés étaient toujours en place, mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien à contrôler. L'odeur était insupportable. De loin, le camp se reconnaissait par le mélange de pourriture, de déchets et de fumée. Certains prisonniers allumaient de petits feux avec des papiers ou des morceaux de bois pour tenter de sécher leurs vêtements infestés. Parfois, ces feux étaient éteints à coups de bâton par les auxiliaires. Les infections de la peau, comme la gale et les furoncles, se propagèrent rapidement. Les mains, les pieds et le visage étaient couverts de plaies qui ne cicatrisèrent pas. Parmi les rares qui conservaient encore des forces physiques se trouvait Katarina Hardy, une jeune Slovaque qui avait été transférée avec sa mère depuis Ravensbrück. Le transport avait duré 5 jours. Dans le wagon, selon son témoignage, 4 personnes étaient mortes. À leur arrivée à Bergen-Belsen, elles furent dirigées vers le secteur féminin où il n'y avait pas de lit disponible. Pendant les premiers jours, elles ne mangèrent rien. Puis, elles reçurent une demi-tranche de pain dur et un peu d'eau trouble. Katarina se souvient avoir été témoin d'une femme punie pour avoir tenté de filtrer l'eau avec sa blouse. Elle fut battue devant une vingtaine d'autres détenus.
Dans la zone des enfants, le tableau était encore plus dévastateur. Certains enfants, trop faibles pour pleurer, restaient assis pendant des heures, sans bouger, jusqu'à perdre connaissance. D'autres murmuraient des chansons dans leur langue maternelle. Une détenue roumaine tenta d'organiser une liste des mineurs vivants, mais abandonna après 2 jours. Beaucoup ne connaissèrent pas leur nom complet. D'autres étaient trop malades pour parler. La structure hiérarchique du camp s'était effondrée. Les capots n'avaient plus de fonction claire. Certains continuaient à donner des ordres vides, tandis que d'autres se mélangeaient avec le reste des prisonniers, dépouillés de toute autorité. Dans ce contexte, le troc s'intensifia. Un morceau de pain pouvait être échangé contre une paire de chaussures usées, une cuillère de soupe contre une couverture infestée. La faim annulait tout sens de dignité. Les récits les plus brutaux de cette période mentionnent des scènes où des femmes lavaient les corps de leurs filles mortes pour les allonger une dernière fois avec des vêtements propres. D'autres maintenaient leurs proches assis, appuyés contre le mur, en feignant qu'ils étaient encore vivants, afin de ne pas perdre leur place dans le baraquement. Les voix s'étaient éteintes. À peine entendait-on des mots égarés en yiddish, en polonais ou en hongrois. Le silence généralisé était plus perturbant que les cris des mois précédents. Jenna Turgel, qui avait réussi à rester en vie grâce à son rôle à l'infirmerie, fut témoin direct de l'effondrement final. Dans son récit, elle mentionne un jour précis où il ramasserait plus de 60 corps, rien que dans son secteur. L'infirmerie n'était plus fonctionnelle, c'était une salle d'attente pour la mort. Elle tentait de nettoyer les plaies avec des chiffons sales et donnait de l'eau dans des cuillères en métal. Dans un des baraquements voisins, une mère laissa son bébé enveloppé dans un sac devant l'infirmerie. Elle ne revint jamais. Kramer restait enfermé dans son bureau, isolé du désastre. Ses visites au camp devinrent sporadiques. Lorsqu'il venait, il était accompagné d'autres officiers et ne disait aucun mot aux prisonniers. Un jour, selon les registres internes, il ordonna la fermeture complète d'un baraquement pour risque infectieux. Plus de 100 personnes y restaient sans assistance. La porte fut scellée avec du fil barbelé. Les décisions de ces jours-là étaient arbitraires. Certaines détenues étaient déplacées d'un secteur à un autre sans raison claire. D'autres disparaissaient simplement. On soupçonnait que les corps étaient jetés dans des fosses ouvertes en bordure de la forêt. Il n'y avait pas de registre photographique, mais certains témoignages confirment l'existence d'au moins 3 fosses actives utilisées pour des enterrements massifs. Les tentatives de résistance étaient symboliques. Une femme tenta d'écrire avec du charbon sur le mur de son baraquement les noms de ses sœurs. Une autre enterra un morceau de pain en signe de deuil. Certaines s'enlacèrent la nuit sans parler. Les gestes les plus simples devenaient des actes d'humanité insolites. Partager une couverture, échanger un bouton, se regarder dans les yeux. L'apparence physique des survivantes était spectrale. Jenna Turgel se souvient que de nombreuses femmes ne savaient pas leur âge, ni quel mois nous étions. Certaines répétaient des phrases sans sens. D'autres se grattèrent la peau de manière compulsive, jusqu'à saigner. La peur avait disparu. Il ne restait que l'épuisement. Certaines voulèrent mourir. D'autres ne distinguaient plus la différence entre dormir et perdre connaissance. Dans les derniers jours avant la libération, selon des témoignages, certains officiers furent vus en train de détruire des documents. D'autres abandonnèrent simplement leur poste. Les gardes-femmes, pour la plupart jeunes, enlevaient leur uniforme et le cachaient sous les vêtements des détenus. Elles se préparaient à une éventuelle intervention extérieure. Les tirs dans l'air étaient fréquents. Certains détenus pensèrent qu'une exécution massive était proche. La figure de Joseph Kramer réapparut brièvement, tentant d'organiser une distribution tardive de nourriture. Plusieurs camions apportèrent du pain et des conserves. Mais la distribution fut chaotique. Des vagues humaines se formèrent. Il y eut des affrontements. Certaines femmes moururent écrasées en essayant d'atteindre une boîte de soupe. Le convoi ne revint pas. Dans ce contexte de ruine, les quelques survivants commencèrent à former de petits groupes. Ils se protégeaient les uns les autres. Ils partageaient le silence. Certaines femmes tissaient des morceaux de tissu sans but. D'autres écrivaient leur nom sur des morceaux de carton. Elles ne savaient pas encore qu'elles étaient à quelques jours de la fin. Bergen-Belsen n'était déjà plus un camp. C'était un cimetière à ciel ouvert, sans ordre ni loi. L'heure de la vérité. Bergen-Belsen libéré.
Le 15 avril 1945, dès les premières heures du matin, des unités du 11e corps du 2e armée britannique avancèrent vers les environs du camp de Bergen-Belsen. L'opération fut menée sous le commandement du général Brian Horrocks et dirigée par la 63e brigade sous les ordres du brigadier Glyn Hughes. Cela faisait à peine quelques jours que les Britanniques avaient reçu une proposition allemande pour remettre le camp sans résistance, et bien qu'elle ait d'abord été accueillie avec méfiance, des patrouilles furent rapidement organisées pour vérifier sa véracité. La rencontre entre les Britanniques et les officiers allemands eut lieu sur la route reliant Celle à Bergen, où les soldats furent informés par le colonel Hans Schmidt qu'il existait un camp avec des milliers de prisonniers affectés par le typhus, la dysenterie et une pénurie totale de nourriture. Les premières troupes à franchir le périmètre du camp le firent avec un mélange de prudence et d'incrédulité. La zone entourant les installations était remplie de baraquements improvisés, de tours de surveillance abandonnés et de clôtures sans surveillance active. Les soldats de la 249e brigade du Royal Army Medical Corps, accompagnés d'unités du 113e Light Anti-Aircraft Regiment, découvrirent immédiatement une situation qui dépassait toute prévision. À quelques mètres de l'entrée principale, les véhicules s'arrêtèrent devant des corps étendus au sol, beaucoup d'entre eux nus, d'autres dans un état de décomposition avancée. Les soldats durent les écarter pour pouvoir continuer. Tout au long de cette journée et des suivantes, les Britanniques parcoururent les différentes sections du camp. Bergen-Belsen était divisé en secteurs. Le Lagerdapp, principale zone pour les femmes, le Lager 2, destiné aux prisonniers évacués de l'Est, et une section connue sous le nom de Zeltlager, avec des tentes pour les nouveaux arrivants. Au total, les rapports médicaux rédigés par les officiers britanniques estimèrent qu'il y avait plus de 60 000 personnes vivantes, dont entre 10 000 et 13 000 étaient dans un état terminal. Durant les premières 48 heures, les décès se comptaient par centaines. Selon le journal du lieutenant Michael Hargrave, médecin récemment diplômé et affecté à l'équipe d'intervention, près de 500 personnes moururent le premier jour, chiffre qui resta constant pendant les 10 jours suivants. La tâche immédiate consista à établir une chaîne d'assistance de base. Des postes médicaux improvisés furent installés dans des camions et des tentes, des unités mobiles de désinfection furent mises en place et des routes furent retracées pour le transport des malades vers des zones plus stables. Cependant, les ressources étaient limitées. Les médecins du Royal Army Medical Corps travaillèrent avec des volontaires néerlandais et des soldats sans formation sanitaire. 5 jours après l'entrée, Hargrave nota dans son carnet que son équipe avait déjà traité plus de 900 patients, dont la plupart souffraient d'infections liées à la malnutrition et au manque d'hygiène. Le typhus exanthématique, la dysenterie bactérienne, le scorbut et diverses formes de tuberculose furent diagnostiqués dans presque tous les secteurs du camp. En plus de l'assistance médicale, les Britanniques furent confrontés au problème des corps non enterrés. Le nombre était tellement élevé qu'il n'y avait pas de moyens immédiats pour les enterrer de manière conventionnelle. Dans l'une des premières décisions prises par le commandement allié, il fut ordonné aux anciens gardes allemands et au personnel administratif du camp de collaborer à l'enterrement des cadavres. Sous surveillance armée, des dizaines d'hommes en uniforme des SS furent contraints de creuser des fosses communes et de transporter les corps sous supervision directe. Cette tâche devint une partie de la documentation audiovisuelle réalisée par les unités de l'armée, et elle fut l'un des éléments les plus diffusés par la presse britannique quelques semaines après. Le choc émotionnel que subissaient les soldats fut enregistré dans les rapports de renseignement et dans les journaux personnels de plusieurs officiers. Beaucoup déclarèrent n'avoir jamais rien vu de similaire auparavant. Hargrave décrivit la sensation de marcher entre des baraquements dont les toits s'étaient effondrés, des matelas pourris et des personnes qui ne pouvaient plus parler ni bouger. L'odeur était constante et certains membres des troupes durent être évacués en raison de vomissements incontrôlables. Dans l'une des cours centrales, les médecins improvisèrent une station de triage avec une toile suspendue entre 2 poteaux, où les malades étaient classés en fonction de leurs chances de survie. Au fur et à mesure que les jours passaient, les efforts pour documenter la scène se multiplièrent. Les divisions de renseignement britanniques, accompagnées de caméras de l'armée, filmèrent chaque recoin du camp. Des photos aériennes furent prises, des plans du terrain réalisés et des entretiens courts furent menés avec quelques survivants. L'objectif était de créer un dossier permettant d'informer les autorités et les médias internationaux.
Certaines de ces images furent utilisées pendant les sessions préparatoires du procès de Nuremberg. Le général Horrocks ordonna qu'aucun civil allemand ne puisse prétendre ignorer ce qui s'était passé. À cette fin, des visites guidées furent organisées pour les habitants des villages voisins. Par groupes de 20, des hommes et des femmes de Bergen et de Celle furent emmenés au camp, conduits à travers les piles de corps et exposés aux rapports rédigés par les médecins. Cette mesure visait à ce que la population locale confronte directement ce qui s'était passé dans leur environnement immédiat. Le général britannique nota dans ses mémoires que cette décision fut l'une des plus difficiles, mais aussi l'une des plus nécessaires. Au cours des 15 premiers jours après la libération, plus de 13 000 personnes moururent, beaucoup étant trop affaiblies pour supporter le changement de conditions. L'équipe médicale, dirigée par Hargrave, improvisa des espaces de soins dans des tentes en raison de l'effondrement des baraquements originaux. L'équipe de désinfection appliqua de la poudre de DDT sur les vêtements, les couvertures et les murs des installations. Les matelas furent brûlés, les fûts d'eau contaminés détruits et les toilettes furent scellées avec de la chaux. Malgré cela, le risque de propagation du typhus persista pendant plusieurs semaines. Le 30 avril, les autorités britanniques ordonnèrent la construction d'un nouveau camp provisoire à environ 2 km du camp d'origine, où les survivants furent transférés par étapes. Cette zone fut baptisée Camp 2 et elle fut administrée par des officiers de santé sous la supervision directe du ministère de la Guerre. Le 1er mai, le nombre total de soldats et de personnel médical affectés à Bergen-Belsen atteignait 800 hommes. En plus des Britanniques, il y avait des volontaires de la Croix-Rouge suédoise, des médecins canadiens et du personnel de soutien logistique de l'armée polonaise. La présence internationale fut reflétée dans les registres du War Office, qui décrivirent l'opération comme l'une des plus complexes sur un terrain ennemi. La découverte de Bergen-Belsen marqua un tournant dans la perception du conflit. La presse britannique publia les premiers rapports le 19 avril, accompagnés d'images capturées par les équipes de tournage de l'armée. Dans les éditoriaux du Times et du Daily Telegraph, la scène était décrite comme un crime d'une ampleur inconnue. Les mots les plus répétés à l'époque étaient « inconcevable » et « monstrueux ». Cependant, les témoignages médicaux, les documents graphiques et la voix des soldats eux-mêmes commencèrent à façonner une réalité irréfutable. Dans les jours qui suivirent le 15 avril, les autorités britanniques commencèrent à structurer l'administration temporaire du camp. La direction sanitaire fut assumée par le brigadier Glyn Hughes, qui délégua les fonctions logistiques au colonel James Johnston et au lieutenant-colonel MCW Gonin. Sous leur coordination, des rotations médicales permanentes furent mises en place, avec des équipes changeant toutes les 12 heures, et un registre des patients fut lancé pour permettre une distribution des soins en fonction de l'état physique de chaque personne. Le nombre de lits disponibles était limité, de sorte que les médecins choisirent de les attribuer uniquement à ceux qui avaient des chances réelles de survivre. Les cas considérés comme irréversibles furent transférés dans une zone de soins palliatifs improvisée dans l'ancien bloc des officiers. Là, l'équipe dirigée par Hargrave documenta plus de 400 décès en seulement 5 jours. Selon les rapports médicaux, près de 75% des prisonniers libérés présentaient des maladies infectieuses actives. Pour contenir la propagation du typhus, on eut même recours à des lance-flammes pour éliminer les matériaux contaminés. Le 19 avril, la zone de Hohn, ancienne zone militaire allemande située près du camp, fut aménagée en centre d'évacuation médicale. Près de 15 000 survivants y furent transférés dans des camions aménagés avec des civières. Les plus affaiblis furent pris en charge par le personnel britannique et des volontaires de la Croix-Rouge suédoise. Le manque de médicaments, notamment d'antibiotiques, obligea à recourir à des méthodes rudimentaires, telles que les lavages gastriques, les cataplasmes et les solutions salines. Le contrôle sanitaire inclut également la vaccination des soldats britanniques. Des doses contre le typhus, le choléra et la dysenterie furent distribuées à toute la troupe. Parallèlement, des mesures furent prises pour limiter l'accès au camp. Seul le personnel autorisé pouvait entrer dans certaines zones et des périmètres de sécurité furent établis avec un accès restreint. Ces actions visaient à éviter une contamination massive et à préserver l'opérabilité de l'équipe médicale. Les divisions de renseignement britanniques filmèrent chaque recoin du camp, y compris les baraquements effondrés, les corps empilés et les survivants sans force. Une partie du matériel fut dirigée par le cinéaste Billy Wilder et le photographe George Roger.
Les images furent remontées à Londres et diffusées dans les actualités américaines. Elles furent également utilisées comme preuve lors des procès de Nuremberg. Parmi les visiteurs qui parcoururent le camp après la libération se trouvait le rabbin Leslie Hardman, aumônier de l'armée britannique, qui officia des cérémonies funéraires pour les victimes. Dans son journal personnel, il décrivit la scène comme un paysage de mort continu. Des observateurs de l'Organisation mondiale sioniste, des représentants du ministère de l'Information britannique et des journalistes de la BBC participèrent également. Le commandant Kramer, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs, fut arrêté immédiatement après l'arrivée des troupes. Les Britanniques documentèrent sa capture avec des photographies et des déclarations écrites. Kramer fut contraint de assister aux enterrements massifs et de fournir des explications sur le fonctionnement interne du camp. Ces réponses furent jugées évasives par les officiers responsables. Les enregistrements de ces interrogatoires furent inclus dans le dossier qui servit ensuite de base pour le procès. Le général Bernard Montgomery fut informé personnellement de l'état du camp. Dans son bureau du 2e armée, il reçut des rapports détaillés rédigés par le brigadier Hughes. En réponse, il ordonna d'augmenter les ressources médicales et demanda l'envoi d'une équipe d'experts en épidémiologie depuis Londres. Le ministère de l'Information rédigea un rapport officiel sur la situation à Bergen-Belsen, diffusé le 21 avril aux ambassades et aux agences de presse. Il incluait des chiffres préliminaires, des déclarations de soldats et une galerie photographique avec les scènes les plus marquantes. L'objectif était de faire connaître ce qui s'était passé sans filtre, comme une preuve directe des crimes commis. Parmi les documents les plus cités figurait le rapport du major Léonard Bernet, qui décrivait avec précision le processus de récupération du camp, le nombre de victimes, les conditions sanitaires et les actions entreprises par l'armée. Son texte fut envoyé aux Nations Unies comme partie du registre des atrocités documentées. Le retrait progressif du personnel britannique commença au début du mois de juin. À ce moment-là, le camp avait été désinfecté, les survivants avaient été réinstallés et les vestiges de la structure originale étaient en cours de démantèlement. Bergen-Belsen cessa d'exister en tant que camp de concentration, mais son nom était déjà inscrit dans les archives, les rapports et les mémoires de ceux qui l'avaient vu. À partir de ce moment-là, le monde ne put plus détourner le regard. Entre la justice et le silence, le long écho du crime nazi. Le 17 septembre 1945, le tribunal militaire britannique fut constitué à Lunebourg pour entamer le procès contre ceux qui avaient été responsables du camp de Bergen-Belsen et, dans une moindre mesure, d'Auschwitz. Joseph Kramer figurait en tête de liste des 45 accusés. À ses côtés se trouvaient 16 femmes, principalement d'anciennes gardes de la SS, en fonction de surveillance ou administrative. D'autres accusés faisaient partie du personnel médical du camp ou avaient été des prisonniers avec des responsabilités internes qui avaient collaboré avec les Allemands. Le procès, officiellement désigné sous le nom de procès de Belsen, dura près de 2 mois. Les sessions commençaient à 10h30 le matin et se prolongeaient jusqu'à l'après-midi. Chaque accusé était représenté par un avocat de la défense désigné par les Britanniques. Le procureur principal, le lieutenant-colonel Monsieur G. Champion de Crespigny, présenta les charges sur la base de la loi de guerre et des conventions de Genève. Le tribunal considérait comme crime le meurtre délibéré, la torture systématique, les conditions inhumaines imposées aux détenus et le non-respect délibéré des devoirs médicaux et sanitaires. Parmi les principales preuves figurèrent des centaines de photographies prises après la libération du camp, des rapports médicaux britanniques et des déclarations sous serment de survivants. Plusieurs témoins furent appelés à la barre. Beaucoup avaient été déportés depuis des pays occupés tels que les Pays-Bas, la France, la Hongrie ou la Pologne. Certains avaient travaillé dans la cuisine, à l'infirmerie, ou avaient été enfermés pendant des mois sans accès à de l'eau potable ni à une nourriture suffisante. Les sessions du procès étaient ouvertes au public. Des galeries furent aménagées pour la presse et les observateurs civils. L'atmosphère à l'intérieur du tribunal était sobre. Les accusés portaient des uniformes gris. Joseph Kramer resta impassible, prenant des notes et écoutant attentivement chaque témoignage. Irma Grese, l'une des gardes les plus connues, fut décrite par la presse comme calme et froide. Sa jeunesse, n'ayant que 22 ans, contrastait avec les crimes dont elle était accusée. La défense tenta d'argumenter que les accusés suivaient simplement des ordres. Dans certains cas, ils prétendirent que le chaos des derniers jours de la guerre
empêchaient de maintenir des conditions sanitaires ou alimentaires adéquates. Ils tentèrent aussi de discréditer les témoins survivants, suggérant qu'ils exagéraient les faits ou confondaient les identités à cause du traumatisme subi. Le tribunal rejeta les arguments de défense les plus courants. Il estima que les accusés avaient eu suffisamment de marge de manœuvre pour s'opposer aux abus ou dénoncer les irrégularités. En ce qui concernait les médecins, il fut prouvé qu'ils connaissaient l'état sanitaire du camp et qu'ils n'avaient rien fait pour atténuer la souffrance. Le jugement conclut que les crimes avaient été commis de manière systématique et non accidentelle. Le 17 novembre 1945, les peines furent prononcées. 11 des accusés furent condamnés à la pendaison. Parmi eux se trouvaient Joseph Kramer, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Fritz Klein. 19 autres reçurent des peines de prison allant de la réclusion à perpétuité à des peines moins sévères de moins de 10 ans. Certains furent acquittés en raison de l'absence de preuves directes. Les exécutions eurent lieu à la prison de Hameln le 13 décembre de la même année. Le bourreau était Albert Pierrepoint. L'opération se déroula rapidement. Les condamnés furent conduits un par un à la potence, sans possibilité d'appel ni de retard. La décision fut critiquée par certains observateurs internationaux qui s'attendaient à une révision plus approfondie. Malgré la fermeté du verdict, le procès eut un champ d'action limité. Seules 45 personnes furent jugées parmi les centaines ayant travaillé à Bergen-Belsen. Plusieurs officiers de haut rang réussirent à fuir ou moururent avant d'être capturés. D'autres furent jugés des années plus tard lors de procès mineurs ou simplement réintégrés dans la vie civile. La structure légale alliée n'était pas prête à absorber l'ampleur des crimes commis dans le système des camps de concentration. Les archives du procès furent détaillées et conservées. Les actes, les photographies, les témoignages sous serment et les rapports médicaux furent tous préservés. Tout ce matériel fut ultérieurement utilisé par des historiens, des journalistes et des éducateurs. La documentation fut aussi présentée comme preuve dans d'autres processus de dénazification qui eurent lieu après la guerre. Au fil du temps, les décisions du tribunal militaire de Lunebourg commencèrent à être analysées avec plus de recul. Il fut souligné que les peines les plus sévères avaient été concentrées sur des figures visibles comme Kramer ou Grese, tandis que de nombreux responsables de même niveau de responsabilité n'avaient jamais été jugés. Dans certains cas, des collaborateurs internes ayant participé à l'oppression d'autres prisonniers reçurent des peines légères ou furent libérés peu de temps après. Dans les décennies suivantes, l'historiographie révisa le procès comme un symbole ambigu. D'une part, il constitua une action juridique pionnière pour punir les crimes contre l'humanité, mais il reflétait aussi les limites de la justice internationale à ses premières étapes. Le procès n'a pas permis de couvrir l'ensemble du réseau de responsabilité qui avait permis à Bergen-Belsen de fonctionner comme il l'a fait. En 1985, lors du 40e anniversaire de la libération, plusieurs anciens survivants exprimèrent publiquement leur déception. Ils considéraient que de nombreuses figures clés n'avaient jamais fait face à de réelles conséquences. En réponse, les autorités allemandes organisèrent des tables rondes sur la responsabilité collective et la transmission de la mémoire. Les dossiers du procès furent mis à jour et une partie du matériel original fut à nouveau publié dans des éditions commentées. Après le procès de Lunebourg, le terrain de Bergen-Belsen resta sous contrôle britannique. Les baraquements furent démolis pour des raisons sanitaires et les restes humains furent enterrés dans des fosses communes. L'air fut fermé au public et marqué par des panneaux provisoires. Dans les années qui suivirent, l'intérêt international se concentra sur les procès judiciaires et la reconstruction de l'Europe. Le site fut temporairement relégué au silence institutionnel. En 1952, les autorités de Basse-Saxe autorisèrent la création d'un premier mémorial. Une grande pierre commémorative fut installée, marquant l'endroit des enterrements collectifs. Le design était austère et évitait les références spécifiques aux nationalités ou aux religions. Au fil de la décennie, des plaques avec des inscriptions plus détaillées furent ajoutées, incluant des dates, des chiffres de victimes et des mentions génériques des crimes nazis. Toutefois, l'absence de contexte historique rendait difficile la compréhension par les visiteurs de l'ampleur réelle de ce qui s'était passé. Dans ce cadre de mémoire partielle et silencieuse, pendant les années 60, des historiens commencèrent à documenter systématiquement l'histoire de Bergen-Belsen, récupérant des archives et des témoignages qui permirent de reconstruire son évolution, passant de camps de prisonniers à camps de concentration. En 1966,
un petit centre de documentation fut inauguré, bien que ses ressources fussent limitées et sa diffusion publique restreinte. Dans les décennies 1970 et 1980, le débat sur la mémoire de l'Holocauste prit de l'ampleur en Allemagne de l'Ouest. Les associations juives et d'anciens déportés poussèrent à une révision du mémorial, malgré la résistance de certains secteurs conservateurs. En 1985, le 40e anniversaire de la Libération marqua un tournant. La mémoire fut mise en avant comme un avertissement historique. Dans les années 90, le site fut redessiné avec une nouvelle approche éducative et inclusive envers toutes les victimes. Enfin, en 2007, le moderne centre de documentation Bergen-Belsen fut inauguré, géré par la Fondation des Mémoriaux de Basse-Saxe, avec un soutien étatique et des ressources multilingues et numériques.